Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Bonjour tout le monde. Alors, Carl qui est de retour, Michel qui est de retour également pour répondre aux questions. La première, on se fait avoir d'aplomb au Québec et vous, les médias, vous êtes complètement impuissants face aux pétrolières. Au play, ça commence bien. Quand il va-t-il y avoir quelqu'un qui aura assez de guts pour... Je vais le traduire, là. C'est parce que des fois, vous nous envoyez des courriels, là, je dis qu'il y a du piquant dedans. Pour faire baisser une fois pour toutes les prix exagérés, m'envoyer des prix de l'Ohio. Je ne sais pas si vous êtes allé vous promener, Gilles, dans la région de l'Ohio. Mais je me suis préparé un petit tableau, juste pour le plaisir de la chose, pour faire des comparatifs. Parce que c'est le fun de regarder ailleurs puis se dire, ben ça nous coûte pas mal plus cher ici qu'ailleurs, mais faut-il en savoir la raison, hein? Bon, alors, la première chose, je l'ai mis, j'ai pris le prix à la rampe de chargement, c'est-à-dire à la sortie de la raffinerie. Je sais pas, on peut montrer le premier tableau? Bon, alors, allons-y pour le premier. Ça coûte, aux États-Unis, 2,96 $. Alors, il faut le traduire en litres. Un gallon américain, c'est 3,78 litres. C'est facile. Et quand on le met en devise canadienne ce matin, c'est 80,71. Ce matin, à la rampe de chargement à Montréal, 81,9. 8 dixièmes d'un cent. Disons, on va y aller strictement par le fait que la devise américaine, en tout cas, ça, c'est le prix de vendredi, c'est le transfert d'un par rapport à l'autre. Ceci étant dit, alors, on s'aperçoit que le prix à la rampe de chargement est similaire au nôtre. Est-ce qu'on se fait avoir? Est-ce que ce sont les pétrolières? Là, je ne cherche pas à prendre la défense des pétrolières encore une fois ce midi. Parce que parfois, ça manque un petit peu de transparence, parfois. Mais allons-y tout de suite avec les taxes. Alors, en Ohio, avec les taxes, ça coûte 3,78. Alors, ça fait 1 pièce et 3 du litre. Chez nous, ce matin, c'était 1 pièce 32. La différence, c'est, Carl me l'a dit. Les taxes. Les taxes. Qui sont à la hauteur de 30 à peu près. Ce matin, là, la rampe de chargement, là, c'est 1,28 $. Et c'est 46,15 $. Et vous voyez, là, on paie 1,32 $ à peu près. Alors, attendez-vous que si ça reste comme ça, que dans les 48 prochaines heures, il pourrait peut-être y avoir une augmentation jusqu'à 1,39 $, ce qui vous ferait 48 cents de taxes à payer. Alors, c'est comme ça qu'il faut le regarder, là. C'est facile de lancer des pierres aux pétrolières, mais... malheureusement, c'est ça. En fait, la question qu'il faudrait se poser, peut-être, c'est ceux qui collectent les taxes. Qu'est-ce qu'ils font avec nos taxes? C'est peut-être plus ça qu'ils questionnent. C'est peut-être plus ça. Puis d'ailleurs, quand on regarde les prix à rampe de chargement entre le Québec et l'Ontario, à Thunder Bay, ça doit être 4-5 cents de plus. Pourtant, à Thunder Bay, l'essence coûte moins cher qu'ici. Alors, encore, c'est l'effet de taxe, strictement. Et pourtant, eux, au camion, quand vous l'achetez au camion strictement avant les taxes, là, ça coûte plus cher qu'ici. Alors, faites le calcul, c'est facile. L'autre élément qui affecte aussi les prix du pétrole, à mon avis, ça peut être, outre les taxes, ça peut être également le taux de change. Aujourd'hui, il n'y en a pas presque, mais il y a quelques années, à 65 sous au dollar américain, veut dire, ça pouvait probablement affecter énormément le prix du pétrole. Parce que faites-vous-en pas, hein, à 3,78 $, ça crie les Américains aussi. Là. Puis ils ont peut-être raison de crier aussi, parce que quand le prix baissait, regardez le graphique, là, je vous montre le graphique des marges de raffinage. Quand le prix du pétrole brut baissait, les marges de raffinage sont passées de 24 à 36 $. Là, vous avez raison de crier contre les pétrolières. Mais on peut acheter des titres de pétrolières aussi. Ben oui. Hein? C'est une bonne façon Achetez des compagnies intégrées, complètement intégrées, qui partent du bout de la ligne jusqu'à la fin. Puis même encore, à la fin, ils commencent à se débarrasser. Là, je pense à Shell, je pense à plusieurs qui commencent à se débarrasser de leur station-service. Parce qu'à cet endroit-là, c'est le talon d'Achille des compagnies pétrolières. Ils font pas d'argent avec ça. Parce que à la pompe, à la distribution, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais sauf que c'est payant le raffinage, puis c'est payant d'aller puiser le pétrole aussi. Quand il coûte 35-40 pièces puis qu'on le vend à 90, 100, c'est un peu comme le prix de l'or tantôt. Dans le fond, les matières premières, c'est toujours la même chose. Deuxième question, peut-être que ça s'adresse plus à Michel qu'autrement. Alors, une dame qui ne voulait pas se faire reconnaître, mais en tout cas, de toute façon, ses placements sont surtout dans les fonds mutuels.
À chaque petit rebond que la bourse a fait durant l'été, j'ai vécu l'espoir pour finalement perdre 25 de mes sommes. On pourrait dire que je comprends la bourse juste assez pour interpréter ce qui s'est passé, mais pas assez pour l'anticiper. À partir de maintenant, je me suis fait un plan d'action avec les moyennes mobiles 15 et 30 jours. J'aimerais faire appel à vos connaissances, médiquer les familles de fonds les plus susceptibles de connaître les grandes volatilités, soit à la hausse ou à la baisse, mais secteur visé, Canada, énergie, métaux précieux. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Bien, d'abord, c'est des secteurs qui ont connu de grandes hausses depuis certains temps. Alors, en tout cas, je serais très prudent. Deuxième chose, de regarder les mobiles 15 ou 30 jours dans les fonds. J'ai jamais entendu quelqu'un, en tout cas, qui a fait des sous avec ça. Je sais qu'il y avait une compagnie là, qui vendait des cotes qui se sont essayés à m'emmener sur les fonds. Ils ont abandonné ce genre d'activité-là. En tout cas, je pense pas que c'est une façon de faire des sous avec les fonds mutuels. Mais bon, on ne sait-on jamais. Peut-être que madame va découvrir quelque chose aujourd'hui. L'autre chose, je vous dirais, pour les compagnies fonds qui bougent beaucoup, on en a déjà parlé, il y a la compagnie fonds Dynamic Power, qui sont des fonds habituellement qui vont baisser beaucoup, qui vont monter beaucoup, fonds très volatiles. Dans les fonds aussi très volatiles, bien, la compagnie Sprott, évidemment, qui sont dans les métaux précieux, dans l'or, dans l'énergie. Mais je vous dirais que madame devrait être très, très prudente. Là, en tout cas, peut-être perdre 25 c'est beaucoup. Évidemment, on ne sait pas ce qu'elle avait, mais je vous dirais que je ferais peut-être plus confiance à acheter certains fonds, les conserver, que jouer avec les moyennes mobiles puis les fonds. Parce que les fonds, vous me corrigerez, là, un fonds, c'est pas toujours des ETF non plus. Là, hein? Un ETF, c'est négocié en bourse. Les fonds sont fixés à la fin de la journée. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est dur de faire des moyennes mobiles sur un prix fixé à la fin de la journée, parce qu'habituellement, c'est corrélé avec les sous-jacents qui sont les actifs qui sont dedans. Puis même dans l'analyse technique, il faut faire attention, il n'y a pas tant de monde que ça qui réussissent à faire des sous. En fait, on dirait que c'est pour beaucoup de gens qui sont des gens qui sont des jeunes investisseurs, ça semble une façon facile de trouver, puis c'est moins compliqué que de travailler comme Carl, qui va trouver les ratios, les liquidités, tout ça, qui va faire vraiment une analyse fondamentale. Puis là, ils pensent qu'ils ont trouvé le nirvana. Oui, c'est ça. Alors, soyez très prudents. Nous avons escamoté la seconde question. Oui. Qui était celle par rapport à Yellow Media, évidemment, que je trouve très intéressante. Oui. Action privilégiée de Yellow Media il y a 2 ans, ça, c'est Jocelyn Truchon qui nous écrit que je possède encore sur les avis de mon conseiller financier. Je viens de découvrir la catastrophe. Ils sont à échéance décembre 2014. Croyez-vous qu'il va arriver, ce qui va arriver avec ces actions privilégiées? Bon, juste pour mettre les faits sur la table, là, Yellow Media, actuellement, son obligation à 8 ans, actuellement, se vend, a perdu 35 de sa valeur. 65 de sa valeur parce qu'elle se vend actuellement à 35 OK? Ça veut dire que mathématiquement, le risque de défaut actuellement estimé par les investisseurs est très important. Alors, une action privilégiée qui actuellement vient en second rang après l'obligation a perdu aujourd'hui 90 de sa valeur. Je vais vous le montrer. C'est celui qui est à 5 là. Son code à la bourse, c'est YLOCN. Bon. Malheureusement, il est probablement rendu trop tard de vendre aujourd'hui, compte tenu de la valeur que vous aurez sur le marché. OK? Nous, on a commencé à émettre un signal d'alerte sur Yellow Media il y a environ 2 mois de ça. OK? À cette époque-là, encore, ce n'est pas encore rendu sur le marché. Ça aurait peut-être été une bonne occasion parce que vous auriez probablement pu sauver 30 ou 40 de la valeur. OK? Malheureusement, il est rendu trop tard aujourd'hui. Mais ce que je conseillerais à cette personne-là, aujourd'hui, nous, on a découvert de nouveaux titres qui sont souvent des fiducies de revenus qui ont été convertis en des sociétés dont le dividende actuellement est trop important pour les profits qu'ils ont. Alors, ils risquent actuellement de réviser dans le futur leurs dividendes et ce qui suivra devra suivre, en fait, c'est que probablement le cours devrait chuter énormément quand ils vont être pris pour réduire leurs dividendes pour être beaucoup plus conséquents avec leur capacité de payer. Ça, il faut revenir peut-être à 2008, au moment où le gouvernement du Canada a décidé de sortir tous ceux qui étaient dans des fiducies de revenus, à l'exception du secteur immobilier, pour venir s'équilibrer par rapport aux Américains, fort probablement, parce qu'il y a eu exagération aussi. C'était payant. On avait des bons dividendes, sauf que le ratio de paiement de 148, 150, 160 on ne peut plus calculer de la même manière.
À ce moment-là, on aurait peut-être dû couper le dividende tout de suite puis se faire mal tout de suite à l'action que de poursuivre tel qu'ils ont Tout à fait. poursuivi. Il y a eu, à mon avis, des décisions inconséquentes des entreprises de ne pas profiter de cette opportunité pour reviser le dividende. Parce que du jour au lendemain, le profit se sont vus diminuer d'environ 30 qui représente l'impôt qu'ils devaient payer du jour au lendemain, qu'ils ne payaient pas avant et qu'ils devaient payer lors de la conversion. Alors, ça réduisait leur capacité de payer un dividende autour de 30 Alors, il aurait dû au moins réduire le dividende de cela et tenir compte également de la marge de manœuvre qu'ils ont beaucoup plus besoin dans le futur, juste pour contribuer au fonds de roulement lorsque c'est une société qui n'a pas beaucoup de croissance, qui est mature. Parce que là, il arrive à égalité avec tout le monde. C'est la double imposition, là. Parce qu'ils sont imposés et nous le sommes aussi sur le dividende qu'on reçoit. Alors, même si... On a la même chose dans les fonds mutuels. Il faut faire attention, on en a déjà parlé. Parce qu'il y a des fonds actuellement qui versent des généreux dividendes, puis il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent ça. Sauf qu'il faut savoir que beaucoup de ces fonds-là utilisent votre capital. C'est-à-dire ce que vous rachetez, ce n'est pas les profits nécessairement qu'ils vont collecter, mais plus une partie de votre profit, puis une partie, c'est votre capital qui est grugé à chaque mois, à chaque trimestre. Ceux qui le savent et qui achètent pour ces raisons-là, c'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de gens qui vont juste pour le dividende et ils oublient que ça se peut pas un dividende aussi généreux que ça. En tout cas, il est très intéressant aujourd'hui pour ceux qui ont des portefeuilles, qui ont des actions qui versent de généreux dividendes, de reviser chacune de ces sociétés ou de ces fonds communs-là pour voir si, à moyen et long terme, ces sociétés ont les capacités de soutenir ce dividende. OK. Alors, donc, la première chose à regarder, c'est quoi? C'est le ratio de paiement? Bien, c'est la première chose? Oui. L'endettement de l'entreprise aussi, OK. parce que si on a des forts taux d'endettement, ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, les créanciers deviennent dictent finalement la façon d'opérer. OK? Ouais. Un peu comme c'est arrivé avec Yellow Media, c'est la banque qui a décidé, dans le fond. Dans les fonds mutuels, c'est très facile. Hein? Vous pouvez voir le rendement du fonds, qui est net. Par exemple, si vous avez un rendement net de 5 puis votre dividende est 6 bien, dites-vous qu'il gruge d'1 par année. Votre capital, tout simplement. Bon, alors, ceci étant dit, actuellement, avec la crise politique et financière causée par l'Europe qui va s'envenimer et la récession mondiale qui se propage lentement, en tout cas, c'est du moins ce qu'on chuchote dans les coulisses du milieu financier, est-ce qu'on peut parler aussi d'une bulle qui est en train d'éclater au niveau immobilier en Chine? Ça, c'est un autre point. Pourrait-elle être combinée avec ce qui se passe actuellement ou être retardée de quelques années pour créer une autre correction à venir? Je sais que vous n'êtes pas les devins, mais quel secteur à éviter nord-américain serait affecté? Serait-elle circonscrite à l'Asie seulement? Je ne sais pas, Carl, si tu as une opinion là-dessus. Il y a tellement de choses qui se disent. Puis là, en plus, il y a des guéguerres de pensées qui sont en train de s'installer. On sait ce qui se passe en Europe. On sait que là, le Sénat américain essaie de casser les reins des Chinois en essayant de tripoter le yuan aussi, le renminbi. Il y a tellement de choses qui se passent au niveau géopolitique strictement. Tout à fait. Il n'y a pas de miracle, comme on a dit, mais c'est d'éviter aussi les secteurs de ressources, des secteurs qui sont très cycliques, commodités, qui dépendent effectivement de la croissance économique de la Chine. OK? Nous, on se replie actuellement sur des secteurs de base, santé, consommation de base et consommation à rabais également. Les sociétés comme aux États-Unis, les compagnies TGX, qui sont des sociétés qui opèrent dans la distribution à rabais, ont plus de chances de garder, si on veut, leur avantage concurrentiel que des sociétés qui sont dans des secteurs qui sont excessivement cycliques, comme Michel l'a dit tout à l'heure. Bon, alors d'ailleurs, il y en a un exemple ici, une personne qui... il nous reste 30 secondes. Le Canadian Oil Sand a perdu 33 dans les derniers mois. Le pétrole n'a pas perdu 33 pourtant. C'est peut-être un des bels exemples que vous nous donniez, ça. Oui, puis c'est une société qui a une performance économique limitée, mais qui a les moyens quand même de soutenir son dividende, parce que son payout, son ratio de dividende par rapport à son profit est à la hauteur de 50 Ça, c'est quand même un avantage pour cette société-là. Mais effectivement, elle va fluctuer beaucoup en raison du prix du pétrole aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Carl. Merci beaucoup, Michel. Toujours un plaisir. Demain, Michel Nadeau, exceptionnellement, sera avec nous. Au revoir.